President Trump is threatening 100% tariffs if Canada follows through on a proposed trade deal with China. As reporter Edward Lawrence explains, leaders in Canada are now responding. Canadian Prime Minister Mark Carney says he's concerned about the U.S. as a partner, and he is not looking for a full trade agreement with China. The Canadian Prime Minister says that he settled some disputes over tariffs with China, angering President Donald Trump. The president concerned Canada is on the path towards a greater trade deal. Certains épisodes se distinguent, non pas par leur issue, mais par ce qu'ils révèlent sur le système. Le 17 janvier 2026, le bureau du représentant commercial des États-Unis a reçu une notification officielle du gouvernement canadien, suspendant partiellement les engagements précédemment convenus dans le cadre d'une série d'appels d'offres fédéraux portant sur les technologies de traitement de l'énergie. La justification était d'ordre technique. Mais le moment, le contenu et la portée de la décision laissaient présager quelque chose de plus qu'un simple ajustement contractuel. Pour la première fois depuis la refonte de l'USMCA, une mesure unilatérale prise par Ottawa interrompait l'exécution de clauses précédemment ratifiées par les deux parlements, indiquant non pas un désaccord isolé, mais un changement dans la disposition politique à accepter, sans réaction, la centralité normative de Washington. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé entre les négociateurs. La même semaine, le Parlement canadien a entamé une série extraordinaire d'audiences pour débattre d'alternatives commerciales structurelles qui réduiraient la dépendance à l'égard des intrants et des flux réglementés par les autorités américaines. Ce n'était plus le prix de l'aluminium qui était discuté, mais la position de l'économie canadienne elle-même, au sein d'un système qui n'offrait plus de garantie de réciprocité. La réaction du Congrès américain a été immédiate, mais pas uniforme. Alors que les représentants des États industriels faisaient pression pour obtenir des réponses fermes, les secteurs agricoles appelant à la modération, face à la possibilité de représailles croisées. Du côté mexicain, les manifestations publiques étaient plus modérées, mais les signes d'une restructuration des chaînes d'exportation, en particulier dans le secteur automobile, se multipliaient. Des rapports internes du ministère mexicain de l'économie, datés de décembre de l'année précédente, faisaient déjà état d'un mouvement coordonné de réorientation des itinéraires logistiques vers l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Ces ajustements, encore balbutiants, indiquaient que les tensions provoquées par les États-Unis agissaient comme un catalyseur d'un processus de réalignement commercial. Le modèle précédent, qui consistait à accepter dans la pratique les décisions unilatérales de Washington, commençait à être remplacé par des initiatives de diversification stratégique. Et, plus encore, par une révision de l'idée selon laquelle l'interdépendance était suffisante pour garantir la stabilité. Dans leur déclaration à la presse, les autorités américaines ont soutenu que toutes les mesures tarifaires mises en œuvre depuis le milieu de l'année 2025 respectèrent les paramètres juridiques prévus dans l'accord continental. Mais la légalité n'éliminait pas les frictions. Les audiences tenues au Comité des relations étrangères du Sénat ont révélé le degré de préoccupation interne. Les sénateurs des deux partis ont mentionné à plusieurs reprises le risque de découplage progressif et d'érosion de la confiance institutionnelle. Des expressions rarement entendues dans le contexte de la politique commerciale de voisinage ont commencé à être utilisées comme catégorie d'analyse dans les rapports législatifs et les avis techniques. La tension ne régnait pas seulement entre les gouvernements, elle commençait à se faire sentir au sein même des structures politiques de chaque pays concerné. Du point de vue canadien, la décision d'interrompre les flux contractuels était fondée, non seulement sur des divergences commerciales, mais aussi sur une perception plus large de l'utilisation des instruments économiques comme moyen de pression politique. Le gouvernement de Justin Trudeau, tout en conservant une rhétorique modérée, a autorisé une révision interministérielle des principaux accords bilatéraux avec les États-Unis, dans le but déclaré de garantir l'autonomie stratégique. Parmi les domaines prioritaires figuraient l'énergie, les infrastructures de données et les fournitures pharmaceutiques. La portée de la révision, en soi, mettait en évidence la nature systémique de la réponse. Et dans le même temps, elle ouvrait la voie à d'autres pays, pour voir dans l'attitude canadienne une possibilité de réaction institutionnelle coordonnée. Au sud, au Mexique, les mouvements avaient un autre rythme, mais n'en étaient maintes et pas moins significatifs. La présidence de la République a autorisé l'accélération des accords techniques avec l'Union européenne et a entamé une série de consultations diplomatiques avec les pays du Mercosur, cherchant à construire des voies parallèles pour écouler sa production industrielle. Ce type de reconfiguration ne se fait pas du jour au lendemain, mais le simple fait qu'elle soit en cours indiquait déjà
un changement de prémisse. Le continent nord-américain, structuré depuis des décennies selon la logique d'un centre dominant et de deux économies complémentaires, commençait à connaître, même de manière embryonnaire, une dynamique plus symétrique dans laquelle les termes de la dépendance étaient désormais discutés et non plus simplement acceptés. La perception que quelque chose était sorti de la norme était également partagée par certains secteurs de l'administration américaine. Des documents, obtenus grâce à des demandes d'accès à l'information, ont montré que le département d'État avait émis des alertes successives entre septembre et novembre, recommandant une plus grande prudence dans les décisions tarifaires visant les pays voisins. Dans l'un des mémorandums, une phrase ressortait « Les conséquences, à court terme, peuvent être calculées. Les répercussions systémiques, non. Bien qu'enregistrée, cette mise en garde n'a pas modifié le cours des décisions présidentielles. Et les premiers signes d'un réalignement stratégique ont commencé à apparaître plus clairement, à partir du moment où les impacts économiques se sont traduits par des pertes politiques tangibles, telles que la pression exercée par les gouverneurs des États frontaliers pour obtenir des mesures d'atténuation et les premières remises en question publique de la durabilité du modèle actuel d'insertion internationale. C'est dans ce type de scénario où les décisions techniques s'entremêlent avec les repositionnements institutionnels qu'une analyse continue et contextualisée devient fondamentale. Suivre ces mouvements ne consiste pas seulement à comprendre ce qui se passe, mais aussi à percevoir où le système se dirige, même lorsque les discours officiels insistent sur la normalité. À partir de là, les signes de convergence institutionnelle sont devenus plus explicites. Ne se limitant plus à des mesures d'intervention immédiates, les actions du Canada et du Mexique ont commencé à intégrer des outils de planification à moyen et long terme. À Ottawa, le Conseil du commerce et du développement industriel a lancé une série de consultations publiques avec des représentants des provinces visant à élaborer un programme national pour les approvisionnements essentiels, une proposition qui jusqu'alors avait été rejetée, car la dépendance excessive vis-à-vis de Washington était considérée comme une réalité consolidée. Cette fois-ci, cependant, la proposition a été acceptée. Le ministre de l'Industrie lui-même a reconnu, lors d'une audience diffusée par la CBC, que la fragmentation des chaînes logistiques et l'instabilité tarifaire exigeaient de nouvelles doctrines de souveraineté économique, un terme jusqu'alors réservé aux débats académiques et aux documents stratégiques à faible impact. Parallèlement, le Sénat mexicain a approuvé, avec le soutien transversal de tous les partis, la création d'une commission interministérielle permanente dédiée à la reconfiguration des flux commerciaux stratégiques avec les pays hors de la sphère nord-américaine. Cette décision a non seulement institutionnalisé le débat sur la diversification, mais a également fourni une base normative pour les décisions futures, sur des questions telles que les tarifs compensatoires, les accords agricoles bilatéraux et les infrastructures portuaires. La nouvelle commission aurait, entre autres prérogatives, la responsabilité de réviser les contrats internationaux à la lumière de 3 critères: l'exposition à la volatilité externe, l'impact distributif interne et le degré de dépendance technologique. Une fois formalisés, ces paramètres ont établi une nouvelle norme d'analyse pour les décisions en matière de commerce extérieur, qui ne sont plus guidées uniquement par des objectifs de croissance, mais par des évaluations systémiques des risques géopolitiques. C'est dans ce contexte qu'un réseau informel de communication entre les acteurs institutionnels des 3 pays s'est renforcé. Les techniciens du fisc américain ont commencé à surveiller de plus près les changements dans les exportations mexicaines et canadiennes. De leur côté, les agences de régulation canadiennes ont commencé à demander des informations supplémentaires aux entreprises à participation américaine majoritaire, en particulier dans les secteurs des transports, de l'énergie et des communications. Ces mouvements, bien que discrets, signalait un stade avancé de perte de confiance interinstitutionnelle. La convergence, ici, n'était pas entre des alliés en coopération, mais entre des systèmes se préparant à faire face à la rupture comme une possibilité, et non plus comme une hypothèse de travail. Dans le domaine juridique, le scénario s'est également intensifié. Les avocats spécialisés dans le commerce international, travaillant auprès de l'OMC et des tribunaux régionaux, ont commencé à enregistrer une augmentation du nombre de notifications formelles de la part d'entreprises touchées par les décisions unilatérales américaines. Dans les affaires concernant le secteur sidérurgique, par exemple, des cabinets canadiens ont commencé à contester la légalité des clauses d'origine qui, selon leurs arguments, avaient été rédigées dans le but de rendre difficile l'accès au marché.
sous des prétextes génériques de sécurité nationale. Ce type de litige, lorsqu'il est porté devant un tribunal arbitral international, tend à se prolonger. Mais le simple fait qu'il soit formalisé modifie déjà la disposition des agents économiques concernés, augmentant l'imprévisibilité et les coûts contractuels. À partir de ces mouvements, on observe un chevauchement des sphères, le juridique alimentant le politique réorganisant le commercial et le commercial reconfigurant l'institutionnel. La Chambre des communes du Canada a lancé une enquête systématique sur les contrats publics avec des entreprises américaines, afin de cartographier les niveaux de vulnérabilité sectorielle. Le gouvernement mexicain, quant à lui, a intensifié les négociations avec les pays du BRICS à la recherche de contreparties technologiques et d'un accès préférentiel à des intrants stratégiques. Et à Washington, le nombre de réunions interinstitutionnelles entre le commerce, le trésor et la défense augmentait, une articulation rare qui suggère la reconnaissance, même si elle n'est pas déclarée publiquement, que la question a dépassé les limites d'un simple différend économique. Au sein même du système américain, les effets ont commencé à se faire sentir dans des régions qui, historiquement, soutenaient la rhétorique de la primauté industrielle nationale. Dans les États de l'Iowa, du Michigan et de la Caroline du Nord, les représentants des entreprises ont commencé à exprimer leur inquiétude face à la perte de contrats et au renchérissement des composants de base. Les rapports envoyés aux chambres d'État mentionnaient des impacts directs sur l'emploi et mettaient en garde contre la perte de compétitivité sur des marchés clés. Lors de réunions à huis clos, certains gouverneurs ont admis que l'escalade tarifaire dépassait déjà les limites acceptables d'un point de vue administratif, en particulier dans les domaines où les chaînes de production traversent plusieurs frontières en très peu de temps, comme dans les secteurs de l'automobile, du textile et des équipements médicaux. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des acteurs qui maintenaient auparavant une position neutre ont commencé à intervenir. La Fédération des chambres de commerce d'Amérique du Nord a publié un communiqué conjoint, pour la première fois en plus de 2 décennies, mettant en garde contre le risque d'instabilité systémique. Le texte évitait les critiques directes, mais soulignait que la prévisibilité réglementaire est un atout stratégique et que son érosion affecte directement les décisions d'investissement, l'innovation et le maintien de l'emploi. La Banque de développement du Nord de l'Amérique, traditionnellement axée sur le financement de travaux d'infrastructure, a également pris position, affirmant que l'augmentation des coûts réglementaires et contractuels pourrait affecter la viabilité des projets déjà approuvés. La tension ne se limitait donc plus aux cabinets exécutifs. Elle débordait sur des structures qui, jusqu'à récemment, étaient considérées comme à l'abri des fluctuations politiques. Ce nouveau scénario a remis en question l'architecture institutionnelle même du bloc continental, non pas dans sa lettre, mais dans sa capacité à se maintenir face à la perte de confiance mutuelle. Et si les traités n'avaient pas encore été formellement rompus, leur capacité à produire des effets stables était déjà affaiblie. Ce qui émergeait était un système en adaptation où les décisions stratégiques étaient désormais prises, sur la base de calculs parallèles, en dehors des cadres traditionnels, et où l'anticipation des risques l'emportait sur la promesse de stabilité. Dans de tels contextes, c'est précisément un suivi continu, attentif et sans raccourci qui permet de comprendre les mouvements les moins visibles, ceux qui précèdent les changements formels mais qui façonnent déjà les décisions pratiques. C'est pourquoi les analyses cohérentes prennent une valeur redoublée. Elles aident à percevoir quand les ajustements cessent d'être épisodiques et commencent à reconfigurer le système dans son ensemble. Il existe plusieurs interprétations concurrentes sur ce qui se consolide réellement dans les relations entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour un groupe d'analystes, la situation actuelle correspond à un écart ponctuel qui s'explique par la superposition de changements administratifs, de conflits électoraux, nationaux et de réajustements dans le modèle international d'approvisionnement. Pour un autre groupe, cependant, on observe un repositionnement plus durable, dans lequel des instruments institutionnels auparavant considérés comme stables sont réévalués sur la base de prémices différentes, moins centrées sur l'intégration économique et davantage orientées vers une logique de protection sélective des intérêts nationaux. Cette différence n'est pas seulement un débat de cadrage, elle affecte directement la manière dont chaque gouvernement organise ses décisions futures. Les registres disponibles indiquent qu'au moins 4 instances réglementaires canadiennes ont entamé, de manière coordonnée, une révision de leur matrice d'exposition extérieure, en tenant compte non seulement des États-Unis d'Amérique, mais aussi de l'ensemble des partenaires commerciaux du pays. Même si des exercices de ce type
ont lieu en période d'instabilité, il est rare qu'ils soient menés avec un tel niveau de coordination entre différents organismes. Au Mexique, la présidence a autorisé la création d'un observatoire économique spécifique chargé de suivre les impacts indirects des mesures tarifaires sur les régions les plus vulnérables telles que le sud rural et les pôles industriels du nord. Rattachée au ministère des Finances, cette structure fonctionne à l'aide d'indicateurs qui croisent les données relatives à la production, aux exportations et à l'employabilité, ce qui permet d'apporter des réponses plus rapides, grâce à des ajustements des politiques de compensation. L'ensemble de ces mesures renforce l'impression que les gouvernements ne se contentent pas de réagir aux pressions immédiates, mais cherchent à se préparer à une dynamique qui pourrait s'étendre. Aux États-Unis, le débat national se concentre sur la viabilité du modèle actuel de pression tarifaire. Certains segments au sein même du gouvernement considèrent cette stratégie comme politiquement coûteuse et difficile à soutenir compte tenu de ses coûts internes. Des représentants du ministère de l'Agriculture ont souligné les risques liés à la perte de marché importants et à la difficulté de rétablir des canaux commerciaux avec des pays qui ont déjà cherché des alternatives et se sont diversifiés. A l'inverse, le département du commerce continue de défendre la nécessité de ces mesures pour rééquilibrer les chaînes de production et protéger les emplois nationaux. L'absence de positions convergentes met en évidence non seulement des divergences techniques, mais aussi un différend plus large sur le rôle des États-Unis d'Amérique dans le système commercial international. Dans le même temps, les décisions judiciaires commencent à produire des effets indirects sur l'environnement institutionnel. Les tribunaux régionaux des États-Unis d'Amérique ont commencé à recevoir des plaintes déposées par des consortiums d'entreprises qui allèguent des pertes résultant de la rupture de contrat avec des fournisseurs canadiens et mexicains. Dans au moins 2 cas, des juges fédéraux ont ordonné aux parties de rechercher des solutions par le biais de mécanismes de médiation, en dehors du cadre réglementé par l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Ils ont estimé que les mesures litigieuses dépassaient le niveau de prévisibilité attendu dans le cadre du traité. Cette interprétation n'est pas encore consolidée, mais elle ouvre la voie au développement d'une jurisprudence parallèle fondée sur l'autonomie décisionnelle des instances internes, ce qui tend à affaiblir la coordination multilatérale. Dans ce contexte, des voix indépendantes au sein de la diplomatie des 3 pays ont commencé à exprimer leur inquiétude face à la réduction des canaux techniques de dialogue. Les commissions bilatérales, qui fonctionnaient auparavant régulièrement, ont commencé à opérer de manière irrégulière et certains forums de coopération ont été suspendus pour une durée indéterminée. Ce vide progressif des instances de médiation favorise des interprétations asymétriques des mêmes événements et rend difficile l'élaboration de réponses coordonnées. Sans un flux stable de dialogue, la probabilité de décision unilatérale augmente, et avec elle, le risque d'escalade cumulative. Parallèlement, le débat sur les limites internes de chaque système politique pour absorber les impacts de cette reconfiguration s'intensifie. Au Canada, le Parlement a entamé des discussions sur la possibilité d'élargir l'autonomie contractuelle des provinces en matière commerciale. La proposition en est encore à un stade préliminaire et se heurte à une certaine résistance, y compris au sein du parti au pouvoir. Mais elle marque un mouvement vers la décentralisation de la politique économique extérieure. Au Mexique, les secteurs liés à l'industrie et à l'agriculture font pression pour obtenir des réformes réglementaires qui réduisent les coûts bureaucratiques liés à l'exportation et facilitent le remplacement des partenaires commerciaux. Et aux États-Unis, le thème du fédéralisme économique, historiquement marginal, commence à apparaître plus fréquemment dans les audiences universitaires et les sessions consultatives des organismes fédéraux. Certaines lectures affirment que cette période marque la fin d'un cycle qui a débuté avec la signature de l'accord de libre-échange nord-américain dans les années 1990. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une phase de renégociation typique des systèmes ouverts et dynamiques. Le point commun est l'absence de consensus sur la conception institutionnelle qui prévaudra. Ce qui existe pour l'instant, c'est un ensemble de mouvements simultanés qui affaiblissent les prémices antérieures sans pour autant consolider une architecture de remplacement. Cela rend le système plus vulnérable aux chocs externes et aux changements internes de gouvernement, avec des répercussions qui tendent à toucher non seulement les politiques commerciales, mais aussi des questions connexes telles que la sécurité énergétique, les flux migratoires et le financement des infrastructures régionales. Pour les spécialistes de l'économie politique internationale, le moment exige
d'être attentif à la manière dont les décisions techniques et les mesures apparemment sectorielles s'accumulent et produisent progressivement des inflexions systémiques. Les grands remaniements institutionnels surviennent rarement sous la forme d'un acte unique. Ils se forment par l'accumulation de petits changements qui modifient la capacité de coordination, d'exécution et de maintien des engagements multilatéraux. Le suivi basé sur les données publiques, les registres institutionnels et l'observation au fil du temps aide à comprendre non seulement les signes les plus immédiats de la crise, mais aussi sa structure. C'est avec cet engagement à une lecture contextuelle et approfondie que nous continuons à observer les développements et les effets cumulatifs de ce processus.